15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur français. David Brécourt est avec nous pour la pièce En ce temps-là, l'amour au théâtre de la Madeleine. Une reprise qui résonne avec notre actualité. Qu'est-ce que les pogroms de la Shoah ont à nous apprendre? Cette pièce est peut-être la réponse. Suivi de mon coup de cœur à 16h05, Cassandre, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct live sur nos plateformes streaming sur radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour David Brécourt. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir bien sûr votre actualité que je viens d'évoquer. Mais on a très envie aussi de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites dans cette émission. Et alors, une petite règle pour commencer, 3 mots pour vous décrire. Lesquels seraient-ils ? Généreux, passionné et ambitieux. Passionné et ambitieux, oui, je fais ça bien, hein, je note. Voilà. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. David Brécourt, vous êtes né un 10 avril dans les années 60 à Paris. Votre père, Claude Brécourt, était aussi comédien. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu la chance de grandir dans un encerclé complètement de culture par mon père, par ma mère qui était comédienne aussi, par mon grand-père, chef d'orchestre, qui était un chef d'orchestre très connu. Et voilà quoi, j'ai été baigné. J'allais au concert de mon grand-père tous les dimanches, l'Orchestre de l'Île-de-France. J'allais voir mon père au théâtre de la Madeleine d'ailleurs, puisque j'habitais, c'était mon quartier d'enfance. Et puis maman aussi, voilà, au théâtre de la Gaîté. Donc j'ai très vite eu cette passion et cette envie de jouer en fait, de jouer. C'est une question que je pose jamais parce que on s'en fiche après tout, mais je n'ai pas trouvé vos origines, David Brécourt. Ah, mes origines, moi j'y suis pas trop allé non plus. Moi je suis catholique, ce qui est catholique pratiquant. Ce qui étonne toujours, c'est assez étonnant quand je dis ça, par exemple dans le métier. Les gens me disent ah bon, tu vas à la messe? Je dis oui, je vais à la messe. Mais parce que d'abord c'est ce qu'on m'a inculqué quand j'étais petit. J'allais à l'église de la Madeleine avec mes parents et d'ailleurs, il y a une similitude parce que très souvent, on m'a confié le fait de lire la première lecture à la Madeleine, à l'église de la Madeleine, et j'avais une aube, il y avait tout le cérémonial qu'elle avait, et c'est ça aussi qui m'a donné envie, entre guillemets, de me déguiser. Et je sais que le dimanche, je faisais devant mes grands-parents, je disais la messe l'après-midi, je mettais une aube, j'adorais tout ce qui était décor, costume. Ça a participé aussi à mon envie de jouer, c'est assez étonnant. Et il y a des gens qui posent la question, qui me disent mais pourquoi tu vas à la messe? Je vais à la messe parce que quand je sors d'une messe, j'ai l'impression d'être toujours meilleur. Et ça, je trouve que c'est le principal. C'est une très belle réponse. Et j'ai envie de dire que celui qui en parle très bien aussi, c'est Vianney. Le chanteur Vianney qui n'a pas hésité à revendiquer ses origines. C'est vrai que quand on est chrétien, on a tendance à dire qu'on assume moins que les autres religions et je suis pas d'accord avec ça. Non, donc je suis ravie de l'entendre de votre part. La première fois que vous allez fouler une scène, David Brécourt, c'est en 77. Oui. Dans une pièce qui s'intitule La ville dont le prince est un enfant, d'Henri de Monterland, mise en scène par Jean Meyer au théâtre des Mathurins. Quel souvenir vous avez gardé de cette toute première fois? Extraordinaire, une pièce pas facile, hein. Pas facile, une pièce qu'on aurait beaucoup de mal à monter actuellement. L'histoire d'un prêtre une pièce un peu ambiguë, comme le théâtre de Monterland il y a eu pas mal de pièces comme ça là-dessus. Vous voyez, on a tissé une petite toile ensemble parce que je vous parle de vos origines, vous me parlez de la messe, et là, la première pièce, c'est un prêtre. Ouais. Je ne le savais pas. Ouais. Et c'est ce prêtre, l'abbé de Prats, qui tombe d'amitié, voire même presque d'amour d'un petit garçon de 12 ans qu'il protège. Et c'est une pièce qui serait difficilement montable actuellement. Mais c'était une expérience incroyable parce que Monterland en plus c'était pas n'importe quel auteur, Jean Meyer qui m'a quand même appris tout le métier parce que j'ai joué plusieurs pièces avec lui après.
il m'a repris quand j'étais plus âgé. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, un monsieur qui a fait des grandes mises en scène à la Comédie Française, qui a été directeur du Théâtre Célestin à Lyon, et voilà, un monsieur qui m'a inculqué la discipline, la rigueur de ce métier. Voilà. Quelqu'un qui vous a beaucoup fait jouer, parce que on va le voir, hein, dans les années 80, il y a Noix de coco de Marcel Achard, mise en scène par Jean Meyer. À nouveau, en 84, Le Faiseur d'Honoré de Balzac, toujours avec Jean Meyer. Renoix de coco, et puis Un coq en pâte, mise en scène par Jean Meyer, qui l'a écrit lui-même au Théâtre des Célestins. Et ensuite, c'est Jean-Luc Moreau qui va vous prendre sous son aile. On va le voir, hein, à plusieurs reprises dans votre carrière. Il y a des gens qui vous prennent avec eux. Et on a la sensation que il y a une fidélité entre vous souvent. Oui, complètement. Et j'ai tendance à dire que c'est les metteurs en scène qui sont fidèles à leurs acteurs et pas forcément l'inverse, parce que quand on a envie de jouer, on joue. Mais le metteur en scène qui vous donne votre chance à chaque fois, c'est peut-être moins courant. Je peux compartimenter ma carrière. C'est des décennies en fait. Il y a eu Jean-Luc, il y a eu Jean Meyer pendant longtemps, il y a eu Jean-Luc Moreau pendant très longtemps. Et on va venir après sur la suite. Voilà, puis après il y a la suite, mais c'est vrai que Jean-Luc ça a fait boule de neige à chaque fois, parce qu'on s'entendait bien, parce qu'il a vu que puis que j'étais bon et que ça lui donnait envie de continuer, quoi. Vous démarrez votre carrière à la télévision à partir des années 90, dans des téléfilms, notamment dans la série à succès Sous le soleil, dans le rôle récurrent de Baptiste Mondino, avant d'enchaîner aussi avec Tramontane, Julie Lescaut, Fais pas ci, fais pas ça, Léo Mattei, Brigade des mineurs, Cassandre. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, le coup de cœur s'appelle Cassandre dans cette émission, de Jérôme Portéo. Et puis, dans le rôle de Béraud Le Goff dans Les Secrets du Finistère en mai dernier. J'ai très envie de vous revoir à la télévision. Est-ce que il y a des choses en cours? J'ai très envie de retourner à la télévision. Ça, c'est une particularité un peu curieuse actuellement. Peut-être parce que les gens savent que je suis beaucoup au théâtre. Mais oui, j'ai très envie de tourner. Je me sens un peu dans un carcan avec la télé. En tout cas, les gens de la télé me mettent dans un carcan voilà. J'ai marqué les esprits avec ce personnage. Tant mieux. Mais vous parlez de Sous le soleil? Oui, j'ai envie de dire à ces gens-là, servez-vous de tout ça, parce que j'ai une assez grande popularité par rapport à ça. J'étais bon, sans flagornerie, sans. Ah non, mais je pense que tous ceux qui entendent votre voix de toutes les manières savent qui vous êtes. Voilà, donc allez-y, quoi. On peut continuer, hein, y a pas de problème. Eh ben, on sait qu'en tout cas la porte est ouverte, et à partir, vous venez de le dire, David Brécourt, du milieu des années 2000, vous réorientez votre carrière vers le théâtre, où vous jouez régulièrement. On en parlait il y a quelques secondes avec la troupe Lelouch, Philippe Lelouch, Vadim, Demouy, et encore une fois, quand on vous trouve, on ne vous lâche plus. Et là, c'est Philippe Lelouch qui va trouver en vous un acteur pour tous ses succès, joué à de nombreuses reprises, du jeu de la vérité au jeu de la vérité, Boire, fumer et conduire vite, L'appel de Londres, Le temps qui reste. Dans quelle pièce vous avez préféré jouer? La première, Le jeu de la vérité, ça a été un tel triomphe succès. Tout de suite que ça a été c'était absolument dément. Ce qui est drôle pour l'anecdote, c'est que je m'entendais, Philippe et moi, on s'aimait pas beaucoup. Nos parents étaient à Fontainebleau et donc on avait l'habitude de se voir le samedi soir. On n'arrivait pas à se parler et on s'aimait pas. J'aimais pas ce mec et lui il m'aimait pas. Mais comment vous êtes rencontrés d'abord? On s'est rencontrés avec Philippe comme ça. On s'est rencontrés à Fontainebleau. Par le hasard. Voilà. Et ensuite, moi, je suis parti habiter à côté de Fontainebleau pendant 13 ans. Et des amis en commun, grâce à l'école, grâce à nos enfants, on a dit, tiens, ce soir, viens dîner parce que Philippe Lelouch, je voudrais dîner avec toi. Je dis, c'est pas possible, il peut pas me blairer. Et j'ai dit, bon, ok. Et quand je suis arrivé, on s'est pris dans les bras tout de suite. C'était un coup de foudre, mais incroyable, hein. Et 2 jours après, il m'a proposé, il avait écrit 3 pages du jeu de la vérité. Alors je lui ai dit, putain, ça a l'air pas mal, mais vas-y, écris la suite, quoi. Bon, 15 jours après, il avait écrit la suite. On a fait une lecture et c'était parti. Il y a pas je sais pas pourquoi je vous pose cette question, David Brécourt, hein, mais est-ce qu'il y a un côté un peu alter ego, je ne sais pas, entre vous deux, une amitié très forte, très pure, justement, parfois quand on rencontre les gens qu'on les aime pas, c'est qu'on est toujours le miroir l'un de l'autre. Est-ce qu'à ce moment, vous avez cherché à creuser ce qui vous unissait, parce que vous allez rester sur scène très longtemps ensemble? C'est à 15 ans et non, en général, c'est vrai que quand j'aime pas quelqu'un dans ce métier, et que je finis par comprendre cette personne et finir par la connaître. Ça se transforme en histoire d'amour, d'amitié, d'amour. Et c'est fou, quoi. Et Philippe, c'est exactement ça. Et Philippe, c'est mon frère, quoi. C'est grâce à lui que je suis au Théâtre de la Madeleine aujourd'hui aussi,
parce qu'il en est directeur artistique et que je lui ai dit voilà mon filou, moi j'ai pas envie, j'ai envie de continuer ce spectacle, j'aimerais tellement jouer à la Madeleine et tout, et il a insisté auprès du producteur de Michel Lombroso, et que je remercie vraiment, et voilà, c'est grâce à lui, tout ça. Et puis on a tellement ri ensemble, on rit d'ailleurs tellement ensemble. C'est un garçon qui est très intelligent, qui est très vif d'esprit, qui a beaucoup d'humour, et nous deux on rit, mais on rit comme des fous. Ça a été 15 ans mais merveilleux, puis avec des gros succès, quoi. On rit beaucoup, en ce moment on pleure aussi beaucoup, David Brécourt. Ouais. Philippe Lelouch, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à se mouiller ces derniers temps. Intelligemment, je suis d'accord avec vous, et c'est un petit peu le fil que je vais tendre, parce que depuis le 12 octobre, vous reprenez cette pièce pour laquelle vous venez nous voir, En ce temps-là l'amour, de Gilles Segal. Mise en scène par Christophe Gand au Théâtre de la Madeleine, jouée pour la première fois en 2019 au Théâtre des Mathurins. Et j'ai l'impression qu'elle résonne étrangement comme si elle était d'actualité, alors qu'elle était déjà programmée. Ouais, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est une histoire complètement dingue, cette pièce. Par où commencer, parce que c'est tellement... Le 7 octobre, Israël est frappé par des pogroms. Cette pièce était déjà prévue au théâtre, et finalement il en est question sur scène. Mais ce n'est pas dit tout de suite. Non, c'est une histoire c'est une histoire de transmission. J'essaie de pas trop dire. Évidemment que ça se passe pendant la Shoah. Évidemment que ça se passe. C'est une histoire de transmission dans un train qui part à Auschwitz. Oui, mais c'est surtout. En fait, la plus belle anecdote que j'ai sur ce spectacle, c'est qu'en 2019, quand je l'ai créé au Festival d'Avignon, et je joue à 11h du matin, et je suis sorti à 12h30, j'allais voir le public dehors, et il y avait un jeune de 25-26 ans qui était en larmes, inconsolable, qui s'appelle Michael, parce que maintenant on se connaît. Et donc moi tout de suite je me suis dit qu'il y avait eu un problème dans la famille de déportation, et il m'a dit mais non David, en sanglotant dans mes bras, parce que je l'ai pris dans mes bras, il m'a dit mais pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est que je viens d'avoir un deuxième enfant. Est-ce que je vais avoir le temps de toute ma vie de pouvoir lui inculquer de tout ce que vous venez de dire, de ce texte à un petit garçon de 12 ans. Vous inculquez tout ça, de toutes ces philosophies de la vie. Il a 7 jours pour entendre tout ça. Moi, j'ai toute une vie. Est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça? Et là, j'ai pris une claque. Mais en fait, ça résume toute la pièce, quoi. Tout à fait. Et ça a été terrible. Ouais. Cette pièce a obtenu un prix de la presse du meilleur spectacle au Festival Off d'Avignon en 2021 sur plus de 1300 spectacles. C'est une pièce que vous jouez très sincèrement de façon viscérale. C'est un petit peu aussi, pour être très franche, pour ça que je vous ai demandé vos origines en début d'émission, parce qu'il y avait un doute en moi. C'est l'histoire d'un père qui vient d'être grand-père et qui lègue à son fils ce qu'il a vécu comme un repère. Exactement. C'est une triple transmission. C'est ma transmission à moi, comédien, de pouvoir livrer ce texte au public. C'est la transmission de ce père qui devient grand-père et qui, comme tous les déportés, ont mis un temps fou à cracher le morceau, parce qu'ils se sont tus tout de suite, et je sais pourquoi. Parce que j'ai un ex-beau-père, Sam Brown, qui a écrit un livre, personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu. Et j'ai compris, il raconte dans un chapitre que quand ils sont arrivés au Bourget, quand ils venaient de Tchécoslovaquie, après leur libération des camps, ils sont arrivés au Bourget et ils s'attendaient à voir une foule de gens venir les voir, les acclamer, et il y avait personne. Et ça m'a glacé. Et ils se sont tous mis dans une espèce de mutisme total. Et beaucoup n'ont pas parlé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et moi, j'ai assisté à cette libération de parole de la part de Sam avec ses enfants, où il a décidé enfin de leur parler. Et il les a même emmenés à Auschwitz. Il avait besoin d'y retourner. Et voilà, quoi. Donc, j'imagine que ça vous a aidé à porter ce rôle. Oui, et d'ailleurs, on a fait fabriquer un tampon. J'ai demandé à mon ex-femme, Malka, je lui ai demandé si je pouvais porter sur mon bras son numéro de déporté. Et elle m'a dit évidemment oui. Donc on a fait faire un tampon et je me mets sur l'avant-bras, un tampon de son numéro 12 76 74 tous les soirs. Je me tamponne ce numéro. Donc il est un peu avec moi et voilà, c'est une histoire qui me touche énormément. C'était un grand monsieur. Votre beau-père. Grand monsieur, ouais. Qui a fait, qui a parlé, qui a fait toutes les écoles. Il y a des écoles à son nom en France maintenant.
Et il a été dans toutes les écoles, parler avec des élèves à partir de la 3e, seconde, première, terminale. Il a fait beaucoup d'écoles en France. Et quel témoignage. Pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, David Brécourt, pour que nos auditeurs aussi se resituent dans la pièce, vous décidez sur scène en tant que grand-père, père, d'enregistrer pour votre fils et votre petit-fils sur bande magnétique un souvenir gravé à jamais dans votre mémoire et dans votre manière, encore une fois, de le dire, une tendre poésie, une délicatesse dans la manière de raconter ces échanges que vous avez entendus dans un train entre, encore une fois, un père et son fils, dans les mots d'un homme qui se sent dans l'obligation de le dire à un moment donné, bien qu'il y ait une volonté au départ de ne pas emmerder les mômes avec ça. Exactement, c'est ce que je dis à la fin. Mais exactement, on est sur la même thématique que La vie est belle, sauf que ce petit garçon n'a pas 5 ans, il a 12 ans. Et ce qu'il lui dit, mais c'est écrit, mais c'est extraordinaire, quoi. Ouais, c'est tout, il lui inculque tout, quoi. Tout ce qu'on peut apprendre dans une vie, la liberté, l'amour, l'humour même. Et c'est magnifique, c'est très poétique, c'est très très bien écrit. Et c'est extrêmement touchant devant ce fils qui se dégrade petit à petit, puisqu'on va jusqu'à la mort de cet enfant. Il raconte, votre personnage raconte, ces 2 personnes qu'il a rencontrées dans ce train, un père de 39 ans, son jeune fils de 12 ans, qui les conduisait au camp de la mort, mais ce n'est pas dit. Vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment volontaire dans la pièce, c'est un cheminement, comme si le sujet, c'était juste l'amour dans le désespoir. Ouais, exactement, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est vrai que le nom d'Auschwitz arrive à la toute fin du spectacle. Et donc, on ne pourrait ne pas s'arrêter sur ce parcours initiatique du père avec son fils. C'est complètement fou. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après l'humour, puisqu'on va même jusqu'à rire. Il y a cette scène avec le clown où il fait rire son fils. Et en fait, c'est plein d'images parce que c'est une fiction. Gilles Segal a écrit cette pièce. C'est un juif roumain. Toute sa famille a été déportée. Et je pense que c'est un témoignage il a voulu faire un témoignage par rapport à toute sa famille mais c'est tellement bien écrit. Ouais. Une pièce qui prend aux tripes, on voyage dans le temps d'un trajet de 7 jours dans les yeux d'un homme qui révèle les échanges entre un homme qui veut ignorer le chaos qui s'installe de jour en jour dans ce wagon pour assurer son fils, lui demandant notamment s'il a fait ses devoirs pour le maintenir en vie et surtout l'empêcher d'observer la mort et l'odeur qui les inonde. Teasing. En ce temps-là, l'amour était de chasser ses enfants. Moi, j'avais pu éviter à toi et à ta sœur d'être dans ce train qui nous menait vers... Bon, ça tu sais. Tout à coup, au milieu de ce bordel, j'entends tout près de moi une voix. Enfin, je veux dire, une voix normale. C'était un homme qui était dans un coin avec son fils, 12 ans le fils. Est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain, mon fils? Il enchaînait quelques notions physiques, un peu de géographie. La vie se cache. La vie secrète. Mais elle est là. Un jour, elle repartira. Modestement, d'abord. Petitement, d'accord. Rampant, bien sûr. Mais elle progressera. Elle se diversifiera. Et là, tout me parle clair. Son comportement. Son insistance. Au milieu du 4e jour, donc, j'avais enfin compris. Enfin compris. Ce père profite de chaque instant pour transmettre à son fils l'essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un homme finalement. C'est quoi l'essentiel pour vous, David Brécourt? L'essentiel, de grandir comme un homme. L'essentiel, c'est de grandir droit dans ses bottes, c'est de grandir avec de la dignité, c'est de grandir avec de la générosité. Si on est sur cette terre, c'est pour pouvoir aider les autres. C'est pour pouvoir inculquer plein de choses à plein d'autres personnes. On n'est pas là sur terre pour
pour nous-mêmes. Hein. Enfin moi en tout cas, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure quand je vais à la messe. Je m'en sens meilleur parce que quand je suis à la messe, je prie pas pour moi, je prie pour les autres, je prie pour mes enfants, je prie pour les enfants qui souffrent, je prie pour les guerres, je prie pour les juifs, je prie pour... voilà, donc je pense que c'est ça, oui, c'est ça être un homme. C'est d'être digne et et de se tourner vers les autres. Ouais, je pense que c'est ce qui est le plus important. David Brécourt, encore une fois, dans cette pièce, vous dites en ce temps-là, l'amour était peut-être de mentir aux enfants. En tout cas, c'est ce que ce père fait, mais d'une très jolie manière, pour éviter qu'ils ne souffrent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de notre temps, l'amour, c'est de leur dire la vérité pour qu'ils souffrent des images. Ouais, ça a bougé, oui. Maintenant, oui, on dit la vérité, on dit à son enfant qu'on l'aime. Moi, j'ai pas entendu ça quand j'étais petit, parce qu'il y avait beaucoup de pudeur. C'était pas le dialogue. Non, c'était pas ça. Maintenant, peut-être on rassure beaucoup plus maintenant nos enfants. On leur parle de plus en plus jeunes de ce qui se passe dans le monde et je crois que c'est bien. À l'époque, on pouvait croire que c'était un peu précoce, mais non, je crois qu'il faut, en tout cas, il faut donner de l'amour. Ça, c'est clair. Dieu existe, tout est Dieu. C'est ce qui est dit dans votre pièce. Comment, selon vous, croire en Dieu, puisqu'on en a beaucoup parlé dans cette émission, dans cette époque, en tout cas dans la nôtre, quand l'actualité nous resserre des pogroms que l'on pensait avoir oubliés et ne jamais revivre, David Brécourt. Oui, il faut s'efforcer à y croire. Faut se forcer c'est joli c'est merveilleux de pouvoir penser à quelqu'un, de savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui veille sur nous. Voilà, je sais pas qui c'est véritablement, mais je lui demande pas de m'aider. En fait, je lui demande de la force. C'est ça le plus important. Donc, mais j'y crois. Et je préfère y croire d'ailleurs, parce que peut-être que ma mort sera moins violente. Et je me dis, je vais partir dans d'autres sphères, et puis on va continuer. Peut-être qu'on va me protéger. Et voilà, je trouve ça plutôt gai. On continue à parler avec vous, David Brécourt, dans cette émission. Vous êtes venu nous voir pour la pièce En ce temps-là, l'amour au Théâtre de la Madeleine. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs Hélène Kuttner et Alban Bartoli pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 32e jour de guerre contre le Hamas, Israël commémore le premier anniversaire du massacre commis justement par l'organisation terroriste il y a un mois. Ce matin, 1 minute de silence a été respectée dans tout le pays en hommage aux 1400 personnes tuées par l'organisation terroriste. Le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a une nouvelle fois rejeté l'idée d'un cessez-le-feu à Gaza tant que le Hamas retenait des otages. Il a en revanche ouvert la porte à des pauses stratégiques pour faciliter l'entrée du personnel humanitaire sur place. Le Hamas affirme qu'il est prêt à libérer 12 otages, mais que les attaques israéliennes l'en empêchent. Jusqu'à présent, ce sont 5 personnes qui ont été libérées depuis le 7 octobre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle ses pairs du G7 qui se réunissent aujourd'hui à Tokyo à parler d'une seule voix claire sur le conflit Israël-Hamas. En France, l'antisémitisme continue de monter en flèche. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé dans la matinée que près de 1100 actes antisémites avaient été recensés dans l'Hexagone en un mois. Dans ce contexte, le ministre israélien de l'immigration estime que le nombre de nouveaux immigrants va augmenter de manière significative dans les prochains mois. Enfin, le CRIF a organisé un happening en début d'après-midi, place du Trocadéro à Paris. Un rassemblement de soutien aux 240 otages retenus à Gaza pour rappeler que les signes de vie de ces personnes kidnappées restent rares. Un appel donc à ne pas oublier le massacre du 7 octobre et ses conséquences. Et merci beaucoup
et Tanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Une courte pause et on revient avec mon invité David Brécourt et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie. Le 24 octobre 2023, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « L'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. » Cette déclaration revient à légitimer des crimes contre l'humanité du Hamas. Antonio Guterres ne peut pas rester à la tête de l'ONU et continuer à représenter l'ensemble des nations du monde. De nombreuses personnalités ont déjà signé la pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU. Pour soutenir et signer cette pétition, allez sur le site de Radio J, radioj.fr. radioj.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous, avec mon invité aujourd'hui jusqu'à 16h30, David Brécourt, pour la pièce On se tend là l'amour au théâtre de la Madeleine. Juste un petit peu avant l'information, David Brécourt, on se parlait de cette pièce qui est un devoir de mémoire que bien évidemment personne ne doit oublier, surtout nos enfants. On entend bien que la transmission et l'amour sont plus forts que tout dans la pièce dont vous nous avez parlé. Et c'est vrai que je me dois de faire un rappel avec notre actualité. Le Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou, a dit une phrase pour parler de cette guerre en ce moment au Proche-Orient. Il a dit « Nous sommes dans une guerre de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort ». Cela aurait pu être le pitch de votre pièce. Oui, ça pourrait, oui. Mais voilà, c'est plus un devoir de mémoire que ce que je fais, c'est un devoir du présent. Malheureusement, je dis de temps en temps, je parle au public à la fin de la présentation, je dis non seulement je suis très heureux de jouer tout seul, c'était mon rêve de jouer, d'accrocher un texte comme ça et de l'approcher, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression de servir à quelque chose en tant que comédien sur scène. Donc c'est magnifique, quoi. Mais je pensais pas que l'actualité rattraperait tout ça, quoi. C'est assez effrayant, quoi. Je profite du moment d'ailleurs pour pouvoir dire que je trouve qu'il y a un peu un manque de courage de l'exécutif actuellement, voilà, de prise de parole de l'exécutif pour tous ces actes antisémites, de tout ce qui se passe en France. Enfin, c'est pas possible, quoi. On ne sait pas si ces gens sont sanctionnés. Ce qui se passe dans les stades de foot, on ne sait rien du tout. Les matchs de foot continuent normalement, aucun problème. Tous les week-ends, il y a des saluts nazis dans les stades. On s'en fout, on dit rien. Non, mais franchement, dans quel monde on vit, quoi. Mais voilà. Alors oui, on relate il y a 1100 actes anti-juifs. Voilà. Alors on fait des chiffres, mais c'est en ce moment où il faut prendre la parole. C'est en ce moment où il faut dire que c'est inacceptable. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé dans les années 30. Donc, soyons vigilants, quoi. Mais la bêtise est là. Hein. La bêtise est bien présente. Hein. David Brécourt, il y a prendre la parole et il y a agir. Est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas justement le fait que la justice, que les sanctions ne soient pas appliquées? Exactement. Il y a rien. Il se passe rien. On est au courant de rien.
Ça pour moi, c'est scandaleux, quoi. Je vois que le président se déplace en Bretagne. Ok, il y a une tempête, il y en a tout le temps. Il y en a 4 ou 5 par an. Il y a des gens malheureux là-dedans. On est bien d'accord, on est bon. Mais il y a des choses importantes qui se passent en France. Il y a des choses importantes qui se passent à Paris avec voilà, tous ces actes qui ne sont pas nouveaux d'ailleurs, hein, parce que c'est. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a fait aux Juifs ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? C'est une question que je me pose très souvent. Pourquoi cet acharnement ? Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas à piger. J'arrive pas à comprendre. Il y a une haine du juif, c'est quand même terrible. C'est de la haine. Je trouve que l'antisémitisme est encore plus fort que le racisme, encore plus haineux. Voilà, c'est des. Je n'arrive pas à comprendre. Mais voilà, prise de position, oui. Oui, il faut que tout le monde se prenne par la main et qu'il y ait des sanctions. Il y a des choses trop graves qui se passent, beaucoup trop graves. Merci pour ces mots, David Brécourt. J'ai pas la réponse, j'ai envie de vous dire, la question pour moi c'est d'où vient cette haine ? En effet, oui. Le mystère reste entier. On essaye de trouver des réponses en interne ou ailleurs sur les plateaux télévision. Les éditorialistes s'enchaînent sans forcément trouver la racine. J'ai envie de dire qu'elle se trouve peut-être bien plus loin qu'on ne le pense à l'origine, même dans la Genèse. Quand on lit les textes, on se rend compte que les problèmes sont là. Oui. Ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, c'est aussi écrit. Quand on est un petit peu religieux, on s'en rend compte. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce serait même une émission entière. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre prise de parole. J'allais faire une transition sur le théâtre parce que je sais que, au-delà de ça, vous êtes metteur en scène et que peut-être cela va vous inspirer quelque chose. En tout cas, en ce moment, vous, en parallèle de votre métier d'acteur, vous êtes le metteur en scène de la pièce de théâtre Un gène entre nous. Oui. Et il y a une gêne en ce moment entre nous tous dans le monde entier. C'est une pièce de Louis-Michel Collat au Théâtre des Mathurins. Et j'avais envie qu'on fasse un petit coup de projecteur dessus. Mais c'est sympa, ils sont formidables. C'est encore une histoire de transmission. Voilà, je me lance dans la mise en scène, ça fait 4-5 ans, c'est ma 3e mise en scène et je prends un bonheur infini de pouvoir transmettre. D'ailleurs, je vais y aller de plus en plus. J'ai plein de projets et voilà. Encore une fois, j'ai l'impression d'être sur Terre pour transmettre. Voilà, c'est pour transmettre ma passion et encore une fois, c'est pas pour moi, c'est pour voilà. J'ai remonté le jeu de la vérité qu'on avait créé avec Philippe il y a 3 ans au Palais des Glaces, avec les petits jeunes, avec le fils de Philippe, avec ma fille, avec c'est encore une histoire de transmission, quoi. Et je suis de plus en plus à l'aise. Et je sais quoi leur dire, je sais où les mener. Et là, alors c'est une petite merveille. Un gène entre nous, une pièce scientifique, romantique. Les gens sont fous de joie. Ils sortent, ils sont très attendris parce que finalement, je suis allé vers du romantisme. Il n'y a pas beaucoup de romantisme au théâtre. Et c'est vraiment une jolie histoire avec Stéphane Giletta, Déborah Elmalek et Laurent Lemédo. Et ils jouent vraiment quelque chose, c'est charmant. C'est vraiment charmant et on apprend des choses aussi. Sur la longévité, oui, on pourrait éventuellement dans quelques années vivre 200 ans. Le professeur Salman est en train de faire des recherches sur le rat taupe nu, sur un rat qui vit 30 ans. Normalement, un rat, ça vit 3 ans. Ouais. Mais ils font des expériences, un rat peut vivre 30 ans. Et donc, la pièce est là-dessus aussi. Et donc, il y a beaucoup de changements de décor. C'était assez ingénieux. Il a fallu bien bosser l'histoire et tout. Et ils sont formidables tous les 3. Vraiment, ils sont passionnés. C'est des bons acteurs, des travailleurs. Et je suis très fier. On est dans une triangulaire ? Oh oui. Ok, voilà, on va se faire le plaisir de découvrir tout ça. Et puis on va découvrir une autre partie théâtrale dans cette partie d'émission, toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et une proposition aujourd'hui d'Hélène Kuttner. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour David Brécourt, bonjour Alban et bonjour à toutes et à tous. Alors cher David, vous êtes amoureux du théâtre, moi aussi, nous aussi, on y est tous. Et cette chronique théâtre, elle vous est dédiée. Même si, je l'avoue, il est pour moi difficile d'évoquer un spectacle à la hauteur de l'émotion qui se dégage de votre spectacle. En ce temps-là, l'amour, superbe texte que vous interprétez au Théâtre de la Madeleine. Alors je vais tenter de relever ce défi
en vous parlant justement d'une pièce qui met en scène une star de cinéma qui s'appelle Audrey Hepburn, que vous connaissez peut-être, sûrement, face justement au manque d'amour auquel elle a fait face étant jeune, en raison de l'absence de son père et de la gravité de cette meurtrissure qui l'a marqué toute sa vie. Et c'est la comédienne... Alors, c'est un nom un peu compliqué. Gala Vinogradova Sassoon, c'est une Russe. On va dire Gala, qui interprète Audrey Hepburn dans un monologue qu'elle a écrit et qui met en lumière la personnalité rebelle de l'actrice hollywoodienne et l'action qu'elle a menée en faveur des enfants pauvres du tiers-monde. Justement, le manque d'amour, l'attachement à l'enfant, ce sont les deux fils conducteurs de cet émouvant spectacle, incarné par cette comédienne qui ressemble très étrangement à Audrey Hepburn, même minois aux grands yeux noirs, même silhouette gracieuse de ballerine classique. Et alors on apprend grâce au spectacle qu'Audrey Hepburn a été envoûtée par le journal d'Anne Frank. Exactement, Cyrielle. Je ne le savais pas parce que si Audrey Hepburn a fait une carrière fulgurante aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'elle est née en Europe, à Ixelles, dans une banlieue de Bruxelles, d'un père d'origine tchèque, irlandais et écossais, d'une mère qui était une baronne néerlandaise. Alors très vite, ses parents se séparent, son père quitte le domicile conjugal et rejoint le mouvement des fascistes anglais proche du parti nazi. Elle passe donc son enfance dans un pensionnat anglais très strict avec pour seule liberté la lecture. Et elle commence à se passionner pour Anne Frank, pour le journal d'Anne Frank. Elle s'identifie donc à cette jeune fille comme à un alter ego. Elle est seule, rêveuse, imaginative, révoltée contre l'oppression et l'injustice. Mais Anne Frank a un papa auprès d'elle, à la différence d'Audrey. Ce père, qui d'ailleurs, comme vous le savez, va survivre à toute la famille parce qu'il était absent de la cachette de la famille au moment de l'arrestation par les nazis. On sait que c'est lui, le père d'Anne, qui contribuera à l'édition du journal. Et une petite parenthèse, parce qu'une polémique en ce moment autour d'une crèche qui veut se débaptiser du nom d'Anne Frank, la directrice du jardin d'enfants, ne voulant plus de connotation politique en Allemagne. Donc c'est une parenthèse dans ce que vous venez de nous dire, chère Hélène Kuttner. Et puis on se pose la question dans ce spectacle, qu'est-ce qu'on apprend justement dans ce spectacle aux allures de journal intime aussi? Eh bien justement, Gala Vinogradova, elle est d'origine russe, elle fait des études scientifiques en Israël et en France, et elle souhaite mettre en lumière le courage, la détermination d'Audrey Hepburn derrière l'image futile, un peu précieuse que donnaient d'elle les films hollywoodiens. Et sur le plateau, c'est vraiment Audrey Hepburn que l'on voit en ballerine de danseuse, en chemisier clair, élégante et d'une classe folle, qui répond aux interviews téléphoniques. Mais c'est aussi, en flashback successifs, une jeune fille préoccupée, happée même par l'actualité de la guerre, on en parlait, et souffrant de l'après-guerre. On en parle moins, ça, de l'après-guerre, parce que on souffre beaucoup dans l'après-guerre de privation et de faim notamment. Elle est ballottée entre la Belgique, l'Angleterre, puis la Hollande, qu'elle rejoint en 1939. Elle parle 5 langues, elle absorbe dans son âme d'enfant toutes les souffrances humaines que l'on vit dans les époques de conflits et de privation. Et on apprend aussi qu'elle-même, ayant été sévèrement dénutrie lors de la période de l'après-guerre en Angleterre, a dû abandonner ses études de danseuse classique et s'est tournée vers l'art dramatique. Elle devient l'égérie de mode, la star au raffinement absolu dans sa petite robe noire dessinée par son ami Hubert de Givenchy. C'est donc la femme sensible, généreuse, mais courageuse et déterminée qui apparaît dans ce spectacle. Mais pas seulement, parce qu'on découvre aussi toute l'action humanitaire d'Audrey Hepburn. Exactement. L'actrice hollywoodienne abandonna tout, sa carrière, son rôle au cinéma, pour se lancer en 1968 dans l'action humanitaire en faveur des enfants. Elle deviendra ambassadrice pour l'UNICEF et effectuera une 50aine de voyages en Afrique et en Amérique du Sud jusqu'à la fin de sa vie. En 1989, elle prononce un discours de clôture de la Convention internationale des droits de l'enfant à l'ONU. Elle dit « J'étais une enfant sous-alimentée pendant les années de l'après-guerre. J'ai bénéficié des services de l'UNICEF. J'ai connu l'UNICEF toute ma vie », a-t-elle déclaré. C'est un spectacle intense, précieux, émouvant, juste, qui constitue un très bel hommage à cette actrice modèle. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Et je peux rajouter un vous truc. l'avez vu, je pense. Non, mais ce qui est drôle, c'est que ça se joue juste avant Un gène entre nous. Ça se joue à 19h au Petit Mathurin. Au Petit Mathurin, donc voilà, le journal d'Audrey Hepburn au Théâtre des Mathurins. C'est jusqu'au 30 décembre. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Flashback.
Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Hélène, bonjour David Brécourt, bonjour à tous. Comme chaque mardi, je vais vous parler de culture, musique, cinéma, littérature et je me suis intéressé tout particulièrement à ce que vous aimez, David Brécourt. En commençant musique avec Alain Souchon et son titre « Et si en plus, il y a personne », on en écoute un extrait. Tant d'Angélus. Tellement d'actualité. Attends, on attend la prochaine phrase. Et si en plus. Alain Souchon est un chanteur bien connu du paysage musical francophone puisqu'à presque 80 ans, le chanteur peut se vanter d'avoir déjà plus de 50 ans de carrière au compteur. Avec pas moins de 10 millions de disques vendus, il est à ce jour l'un des artistes les plus récompensés aux victoires de la musique avec une bonne dizaine de trophées à son actif. Son titre « Et si en plus il y a personne » est sorti en 2005. Il est extrait de son album La Vie Théodore, une chanson écrite par Alain Souchon lui-même mais composée par son meilleur ami de toujours, Laurent Voulzy. La chanson traite d'un sujet fort, celui de la religion, et dénonce notamment les horreurs engendrées au nom de la foi et que l'existence d'un Dieu ne reste qu'une hypothèse pour certains. La particularité de ce morceau, c'est qu'il s'adresse aux croyants de toutes les religions monothéistes en mentionnant dans la chanson les prénoms Abderrahman, Martin et David qui font référence respectivement à l'islam, au christianisme et au judaïsme. Dans ce morceau, Alain Souchon se demande si toutes ces guerres et toutes ces horreurs au nom de la religion ne sont pas juste des prétextes pour zigouiller, comme il le dit lui-même. Et interrogé sur sa chanson et son avis sur les religions, Alain Souchon annonce ceci, je cite: « Les religions me touchent beaucoup parce qu'elles proposent un recours dont tous les hommes ont besoin, un secours pardon, dont tous les hommes ont besoin. Ils sont un peu perdus dans cet inconnu où nous nous trouvons, la terre, l'infini, la mort. Donc les religions apportent des réponses aussi bien aux musulmans qu'aux juifs, bouddhistes ou chrétiens. Par contre, l'extraordinaire des événements récents de la vie mondiale est de constater que des guerres éclatent entre les gens à cause des religions. Ils veulent que les autres choisissent la leur, sans ça, il les tue. Nous, on a fait pareil avec les croisades, l'Inquisition, etc. Ce qui est curieux par rapport à ces guerres de religion, c'est qu'elles sont justement tellement loin de la religion. C'est tragiquement drôle. Pour conclure, il est important de signaler qu'il ne s'agit pas là d'une chanson contre la foi, contre la religion, ou en faveur de l'athéisme, mais plutôt contre le fanatisme et l'intolérance dont sont victimes toutes ces religions. Et on voit bien les mots qui viennent d'être évoqués par Alain Souchon, et j'imagine que vous êtes d'accord avec lui, David Brécourt. Oui, complètement. Ouais. On est tous d'accord. Hein. Magnifique, Abderrahman, Martin, David. c'est le zigouiller. Non mais c'est la chanson. De toute façon, c'est un poète pour moi, Alain Souchon. Je suis fan. Je peux me refaire toutes ces chansons en boucle des heures entières le soir. J'ai la chance de le connaître. Et d'ailleurs, il n'a pas vu mon spectacle. J'aimerais bien qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Quand tu as dit qu'il allait avoir 80 ans, mais j'ai du mal. Je me dis c'est pas possible quoi. Il fait partie de ces artistes finalement intemporels. Moi-même, je connaissais la chanson il y a 10 ans. Je l'ai découvert. Alors grâce aux Enfoirés, c'est autre chose. J'avais jamais compris le sens de cette chanson et grâce à vous, David Brécourt, j'ai pu du coup comprendre le sens de cette chanson et m'y intéresser surtout. D'actualité alors, David Brécourt, du côté de votre bibliothèque, il y a un livre qui vous a marqué. Alban, de quel ouvrage s'agit-il? Alors je vais vous parler de La femme qui en savait trop de Marie-Bénédicte. Alors quelques mots sur l'autrice avant de s'intéresser à l'œuvre. Marie-Bénédicte est une avocate américaine qui travaille depuis de nombreuses années pour de prestigieux cabinets. Elle a écrit plusieurs romans historiques sous le pseudonyme de Heather Terrell, notamment son premier livre La Chrysalide ou encore une série d'ouvrages pour jeunes adultes intitulée The Books of Eva. Son livre La femme qui en savait trop, qui nous intéresse aujourd'hui, est une biographie romancée de la vie de l'actrice et inventrice autrichienne Hedy Lamarr. On est à Vienne en 1933. Hedy Kissler est une magnifique actrice d'origine juive de 19 ans qui épouse Friedrich Mendel, je ne sais pas comment on le prononce. Friedrich. Voilà, Friedrich, un riche marchand d'armes. Alors un mariage pas tout à fait désintéressé, puisque sentant la menace arriver d'Allemagne, les parents d'Hedy ont l'espoir de voir leur fille protégée par cette union. Malheureusement, ils ont parié sur le mauvais cheval, car ce fameux Mendel se révèle très vite possessif et opportuniste, s'acoquinant bientôt avec les nazis. Prise de peur, Hedy parvient alors à s'enfuir et s'installe aux États-Unis où elle devient la superstar d'Hollywood, Hedy Lamarr. Elle se rebaptise. Toujours très attachée à l'Europe, Hedy décide alors de contribuer à sa manière à l'effort de la guerre grâce à ses compétences scientifiques. Elle n'est pas seulement une tête bien faite, elle est aussi et surtout une tête bien pleine. Elle met alors au point un système de codage des transmissions complètement révolutionnaire, un système d'ailleurs encore utilisé de nos jours pour la téléphonie mobile ou le Wi-Fi. La femme qui en savait trop est un livre de 352 pages paru
paru en 2020 dans lequel Marie Bénédicte redonne vie à une femme hors du commun, surtout à une époque où finalement la place de la femme dans la société était plus que discutable. Une scientifique, une actrice hollywoodienne dont le plus grand rôle fut oublié, voire ignoré durant des décennies. Et David Brécourt, permettez-moi de vous demander pourquoi cette histoire semble vous avoir touché. C'est une histoire de femme à cette époque. Est-ce qu'il y a un lien avec peut-être les femmes de votre vie, les gens qui... Non, j'ai trouvé ça d'abord riche, d'une richesse incroyable et palpitant, un suspense mais intenable. Et cette femme qui a été comment dire, par cet homme, sous l'emprise de cet homme, elle avait interdiction de sortir dans ce château. Donc elle a réussi avec tous les dîners, tous les commandants nazis, tous les nazis qui venaient dîner le soir. Elle faisait croire qu'elle avait mal à la tête. Et, en fait, elle mettait son oreille à la porte et tout, et elle écoutait tout ce qui se passait. Étant donné elle était plus ou moins scientifique et elle était assez balèze là-dessus, elle a pu entendre tout ce qui se passait. Toutes les discussions de ses commandants et elle a décidé après, elle s'est enfuie une fois, lui il l'a rattrapée une fois ou deux dans des gares et tout, il savait qu'elle et puis en plus on part d'un marchand d'armes, donc de quelqu'un qui a quand même une certaine puissance. Et les portables que vous avez dans votre poche, c'est grâce à elle. Ouais, c'est fou. C'est elle, c'est un relais. Parce que c'est très compliqué. Elle va rencontrer quelqu'un qui va lui dire, moi je vais vous aider. On va essayer de trouver ces relais de sondes. En fait, c'était pour arrêter les missiles qui sortaient des sous-marins et pour les contrecarrer, pour faire exploser les missiles qui prenaient. Et donc, elle a réussi à découvrir, je sais pas comment, par des chiffres, par un certain nombre de sondes d'un relais scientifique. C'est fascinant. Qui sert toujours pour le Wi-Fi. C'est fascinant, surtout venant d'une femme à cette époque-là, c'est quand même assez extraordinaire. Assez inédit, Et puis elle a fait du cinéma, elle était très connue, dénudée même, puisque elle a joué au théâtre, donc c'est comme ça qu'il a courtisé. Enfin bon, c'est romanesque, mais c'est complètement dingue ce bouquin. J'ai vraiment La adoré. femme qui en savait trop, c'est de Marie Bénédicte. On va aller du côté du petit écran maintenant avec une série non pas conseillée par vous, David Brécourt, mais une proposition qui devrait sans doute vous plaire, Alban Bartoli. Absolument, Cyrielle. J'ai voulu m'intéresser aujourd'hui à toute la lumière que nous ne pouvons voir. C'est une mini-série de 4 épisodes d'environ 1 heure, disponible sur Netflix depuis le 2 novembre dernier. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom d'Anthony Doerr, adapté par Steven Knight, qui n'est autre que le créateur de la célèbre série Peaky Blinders. L'action se passe en 1944 dans la ville côtière de Saint-Malo, qui est sur le point d'être libérée par les Américains. On y suit alors le personnage de Marie-Laure, une jeune femme non-voyante et isolée, qui transmet chaque jour un message d'espoir à la radio, mettant ainsi sa vie grandement en danger. Ces messages tombent très vite dans les oreilles de Werner, un jeune officier allemand, aussi surdoué que rebelle, qui tombe amoureux de cette voix à travers la radio. On va suivre durant ces 4 épisodes cette croisée des chemins entre cette jeune femme française et ce soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. À noter que le premier rôle, celui de Marie-Laure, est interprété par l'actrice Aria Maria Loberti, qui elle-même souffre d'une forme grave et rare d'une maladie oculaire génétique appelée achromatopsie. Elle est presque aveugle. C'est une maladie qui la rend totalement aveugle dans certains environnements. Le casting a été très rude et elle a été choisie parmi des milliers de postulantes pour ce rôle. Toute la lumière que nous ne pouvons voir est une série historique, quelque peu romancée. Alors quelle est la part de vérité, quelle est la part de fiction? Eh bien regardez la série et vous ferez votre propre avis. En tout cas, la toile est unanime, c'est la série du moment, preuve en est puisqu'elle est classée numéro 1 des tendances sur Netflix depuis sa sortie la semaine dernière. Et permettez-moi, David Brécourt, d'y retrouver quelque part 2 liens frappants avec la pièce pour laquelle vous venez nous visiter aujourd'hui sur Radio J. 2 éléments essentiels de l'histoire, la transmission et l'espoir. Bravo. Merci beaucoup. Je vais regarder. Eh ben voilà, c'est très tentant. J'avais très envie moi aussi de l'avoir, donc je suis ravie qu'on vous les proposé et qu'on les proposé à nos auditeurs. Merci Alban Bartoli. Merci Cyrielle. À la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On va passer à une autre séquence, David Brécourt, de l'émission. Je vais vous demander si vous pouvez mettre le casque, s'il vous plaît, qui est juste à vos côtés. Et je vais démarrer par une petite phrase d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. David Brécourt, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi? Rien. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie?
Aime ton prochain. Quel a été, ou quel est, le plus bel âge de votre vie et pourquoi? Maintenant, en ce moment, parce que on emmagasine tellement de choses. J'ai 58 ans et je me sens mieux à 58 qu'à 20 ans. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie? Et si oui, potentiellement, comment vous l'avez résolue? Non, il n'y a pas d'erreur. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, peut-être, entre parenthèses, par peur d'être jugé? L'écriture. David Brécourt, quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie? Et dire à mes enfants que je les aime. Si je vous parle d'amour alors, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? De vivant. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi? Ça serait plus sur peut-être ma personnalité. C'est difficile. Pas assez curieux. Manque de curiosité. Manque de curiosité. Si vous étiez président de la République, David Brécourt, la première mesure, ce serait quoi? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Éradiquer l'antisémitisme et le racisme. Pour terminer, David Brécourt, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Mon amour pour les autres. Merci David Brécourt. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, vous restez encore avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour et notre experte Nathalie Daudrieux pour le portrait. Mais tout de suite, une pause musicale, une pause tout court et le journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre numéro exceptionnel, 40 pages de reportages, de témoignages, d'analyses, comme un seul homme, avec un seul cœur. Une guerre, ses enjeux, ses périls, des campus américains au Daghestan, la contagion planétaire de la haine antisémite et le déshonneur définitif de l'Organisation des Nations Unies. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. 32e jour de guerre en Israël et l'alerte à la roquette a retenti dans le nord du pays et notamment dans le Golan. C'était vers 15h30. 4 roquettes tirées en direction du plateau ont été interceptées. Tsahal continue donc de multiplier ses frappes aériennes dans le sud du Liban tout en étendant ses opérations terrestres dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a d'ailleurs pris le contrôle d'un bastion du Hamas sur place. Pascal Sunshine. Dans la ville de Gaza et sa localisation n'a pas été précisée, pas plus qu'on a de détails précis sur la progression des troupes israéliennes. On sait que les frappes aériennes se poursuivent en couverture de détachements d'infanterie, mais également à l'intérieur de la ville de Gaza. Mais la partie la plus complexe des combats n'a pas encore commencé et tous les messages des responsables de la défense israélienne vont dans le même sens. Ça sera encore long.
Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, est notée que 100 Français au total ont été évacués de Gaza, annonce dans un communiqué la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le ministère précise que la France va poursuivre ses efforts au cours des prochains jours pour que, je cite, tous nos compatriotes, nos agents ainsi que leurs familles qui le souhaitent puissent quitter Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois rejeté tout cessez-le-feu, mais il s'est dit ouvert à des pauses stratégiques à des fins humanitaires dans une interview accordée aux médias américains ABC News. Les Israéliens organisent une journée de deuil pour marquer le mois qui s'est écoulé depuis le massacre du 7 octobre. Une journée de deuil pour marquer le premier anniversaire de la violente offensive du Hamas contre l'État hébreu il y a un mois. Donc une offensive au cours de laquelle plus de 1400 personnes ont été tuées et 240 personnes prises en otage. Une minute de silence a été respectée dans la matinée pour leur rendre hommage. Toutes les autorités locales ont mis leur drapeau bleu et blanc en berne ce matin. À Tel Aviv, un service commémoratif pour les familles endeuillées aura lieu à partir de 18h30 à l'auditorium Charles Bronfman avec une représentation de l'orchestre philharmonique d'Israël. En France, l'antisémitisme continue de monter en flèche. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait le point sur le nombre d'actes antisémites recensés dans l'Hexagone ces dernières semaines. On l'écoute. On approche des 1100 actes antisémites depuis le 7 octobre. Ça fait un mois que le Hamas, ce mouvement terroriste, a attaqué Israël. Malheureusement, c'est le double en un mois de tous les actes antisémites qu'on a vus dans l'année 2022. Donc c'est évidemment une explosion de ces actes antisémites. Il y a eu plus de 490 interpellations, puisque nous mettons des policiers, des gendarmes à peu près partout là où il y a des lieux que fréquentent nos concitoyens de confession juive, des écoles communautaires, des synagogues par exemple. 490 interpellations, c'est beaucoup. Il y en a une quinzaine qui sont en centre de rétention administratif en attendant leur éloignement. 3 ont déjà été expulsés du territoire national et les autres connaissent évidemment des retraits de leur titre de séjour parce qu'il est inacceptable d'attaquer des juifs en France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce matin au micro de Sud Radio. Le premier secrétaire du Parti socialiste a envoyé un courrier à toutes les formations politiques hors Rassemblement national pour sa marche contre l'antisémitisme. Nous pensons urgent de rappeler que l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais bien un délit qui peut conduire au crime, a souligné Olivier Faure dans un courrier adressé aux différents partis politiques du pays. La date de cette mobilisation demeure encore inconnue. Enfin, le CRIF a organisé un happening statique de soutien aux 240 otages retenus à Gaza, place du Trocadéro à Paris. C'était en début d'après-midi. Des bénévoles ont tenu face à la Tour Eiffel les photos de 240 otages enlevés en Israël et détenus par le Hamas. Ils se sont par ailleurs recouverts la bouche de rubans rouges pour rappeler que les signes de vie de ces personnes kidnappées restent rares. Un appel donc à ne pas oublier le massacre du 7 octobre et les personnes qui en ont souffert et qui en souffrent encore. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et on revient avec mon invité David Brécourt sur Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. Demain, 21h sur Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation, nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bitan. Un spectacle percutant, engagé et émouvant. Bernard Bitan met des mots sur les mots du peuple juif. Après Israël, Bernard Bitan présente son spectacle pour la première fois en France à l'Écuge. Dimanche 12 novembre 18h30, lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 novembre à 20h30. Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10. Réservation sur écuge.fr. Je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitan.
Le 24 octobre 2023, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « L'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. » Cette déclaration revient à légitimer des crimes contre l'humanité du Hamas. Antonio Guterres ne peut pas rester à la tête de l'ONU et continuer à représenter l'ensemble des nations du monde. De nombreuses personnalités ont déjà signé la pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU. Pour soutenir et signer cette pétition, allez sur le site de Radio J, radioj.fr. radioj.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J, si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début. Merci de votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, David Brécourt, pour la pièce En ce temps-là, l'amour au théâtre de la Madeleine. Et tout de suite, on va découvrir ensemble, David Brécourt, le coup de cœur musical de Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et on écoute le single Seul de Cassandre, issu de son premier EP Seul et Sauve. Et on rejoint notre invité coup de cœur sur Radio J. De notre invité coup de cœur Cassandre aujourd'hui. Bonjour Cassandre. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Vous êtes auteure, compositrice, interprète et je viens d'entendre que vous êtes aussi au théâtre. Oui, c'est ça. C'est ça. Je joue ma pièce à partir de ce soir au Théâtre Clavel avec ma troupe qui s'appelle La Compagnie du 4e jour. Très bien, c'est une pièce qui s'intitule comment ? Les scènes de la vie, entre parenthèses, extraordinaires. C'est les petites scénettes, voilà. Et ça se trouve où, ce théâtre ? Théâtre Clavel, c'est au métro Pyrénées. Très bien, voilà. Donc c'est dans le 19e. Dans le 19e, voilà, j'avais un doute. Vous débutez votre apprentissage de la musique au conservatoire avec le violoncelle, puis à l'adolescence, vous écrivez votre première chanson au piano et à la guitare. C'est comme ça que vous avez démarré ? C'est ça, oui. Mon premier vrai plaisir avec la musique est venu avec ces instruments-là. Et non le parcours classique du conservatoire dans lequel je me sentais assez stressée. Ouais, j'avais la phobie des auditions. Et le violoncelle ne permet pas trop de créer des chansons, quoi.
Aujourd'hui, votre univers artistique, vous diriez que c'est quoi? Parce qu'il y a des influences au départ qui sont très années 70. Je sais que vous adorez Janis Joplin. On en parle très souvent d'ailleurs dans cette émission. Vous aimez d'autres artistes aussi. Vous aimez tout ce qui est la simplicité de la musique country. Aujourd'hui, on est dans un univers qui est plutôt nouvelle vague francophone. C'est ça. Oui, j'écoute beaucoup de chansons françaises. Mais en parallèle, j'ai commencé au lycée. C'est vrai que j'ai eu des gros coups de cœur pour la période Woodstock, on va dire, avec des groupes comme les Doors, Janis Joplin, tout ça, tout en écoutant des chanteurs. Tout ça, c'est très vintage, quoi. Des chanteurs morts, hélas, comme Barbara, Michel Berger, Aznavour. Voilà, j'ai baigné là-dedans. Cassandre, je suis incapable de vous donner un âge. Vous avez fait des études de droit et d'histoire à Paris, puis finalement vous avez décidé de rejoindre un collectif d'artistes indépendants avec lequel vous avez parcouru l'Europe. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Oui, je suis arrivée à Paris pour faire des études de droit à la base, un peu pour rassurer les inquiétudes parentales, tout en sachant que je voulais faire de la musique. Et j'ai découvert les jams et open mic le soir à Paris. Et là, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui venait de créer un collectif d'artistes indépendants avec lequel je suis partie 3 étés de suite en tournée en Europe. Et de côtoyer des artistes à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est périlleux ce monde de la musique, mais ça en vaut la peine. C'est possible en fait. C'est possible et vous l'avez fait. Aujourd'hui, vous êtes lancé en autoproduction. Vous réalisez vos titres avec un certain Martin Balman. Je pense que c'est lui que j'ai croisé, mais je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit cette personne-là. Et vous vous êtes produit sur diverses scènes parisiennes comme la Bellevilloise, le Pop-Up du Label ou encore le Consulat et d'autres. Et en parallèle, vous avez fait autre chose aussi. Ça, j'ai très envie que vous me l'expliquiez. Un travail de synchro sur des compositions, sur des images d'archives. Oui. Et quoi d'autre? Tout à fait. Là, récemment, j'ai eu la chance de collaborer avec un réalisateur qui s'appelle Mathieu Spadaro, qui a réalisé un documentaire sur le Ballon d'Or. Donc, le monde du foot, qui est un monde totalement éloigné du mien. Mais en fait, moi, j'ai composé la musique sur les images de la lauréate féminine qui s'appelle Alexia Putellas. Assez engagée, féministe, très inspirante, et c'était super chouette de faire ça, d'utiliser mes compositions sur des et mon violoncelle aussi que j'ai ressorti pour l'occasion sur des images. Aujourd'hui, vous êtes totalement indépendante, vous êtes sous un label, dites-nous. Alors j'ai des éditeurs, c'est la maison Roy Music, avec lesquels j'ai signé là un contrat de licence pour sortir ce disque. Mais sinon, je produis mes chansons, je suis propriétaire de mes chansons, voilà, et j'espère le rester pour un temps en tout cas. On va écouter une chanson qui s'appelle Vincent Delerme. Dans un monde qui tombe autour de nous, moi je dégringole à tous les coups. Un rien me dévore, je suis petite dans ce brouillard énorme qui m'habite. Où vont les oiseaux qui tourbillonnent tout au-dessus de nous, les pauvres hommes? Ils ont l'air de savoir où faut aller. Moi je suis dans une cage en liberté. J'aimerais savoir comment on fait pour être heureux. J'ai demandé à Vincent Delerme un soir pluvieux. Il avait l'air de bien s'y prendre avec la vie. Moi j'essayais de tout comprendre, il a souri. J'ai marché dans Paris, le cœur fendu. Bien des millions de fois j'étais perdu. Parfois quand je le croise à République, j'ai l'impression qu'il flotte, c'est magnifique. En dessous des oiseaux.
Je sais pas si on peut dire que c'est une déclaration d'amour, mais je suis sûre qu'il serait très flatté, Vincent Delerme. Est-ce qu'il est au courant que vous avez écrit cette chanson ? J'ai eu la chance d'échanger avec lui suite à ça. Et la chanson parle d'une rencontre déjà avec lui. Donc, on se doute bien qu'elle est réelle, cette rencontre. Oui, donc forcément, mais il était touché que vous ayez écrit cette chanson sur lui. Est-ce que ces mots, c'est vrai que c'est un petit peu comme un exemple, modèle de la vie, de manière de gérer la vie, entre guillemets ? C'est ce qui m'inspire en tout cas. Il habite mon quartier, dans ma rue même, et je l'ai croisé pas mal de fois, donc vers République. Et à une période où moi j'allais pas très bien, et toutes les fois où je l'apercevais, j'avais l'impression que c'était facile pour lui, quoi, que la vie lui glissait dessus. Puis aussi, au-delà de ça, j'aime beaucoup ses morceaux, son travail, qui n'est pas que musical. Et un soir, j'ai eu la chance d'être à la même soirée que lui, et je suis allée à sa rencontre. Je lui ai un peu parlé de ça, de ce qui dégageait, quoi, et on a parlé du bonheur, et ça... un petit peu. Ça a donné cette chanson, quoi. Pardon. Bien sûr. Est-ce qu'il a écouté cette chanson ? Oui, tout à fait. Il t'en a fait un retour ? Et spontané, en vocaux, il m'a fait un petit podcast. Il était touché. Et puis depuis, super. On échange. Ouais, très sympa. C'est chouette. C'est beau, c'est joli en tout cas. Cette chanson, elle est issue de votre premier EP qui s'appelle Seul et Sauve. Qui existe depuis à peu près un mois et demi, on va dire maintenant. Donc un peu plus, ouais. Alors, cet album, il est défini comme illustre besoin de solitude. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre dedans de vous, Cassandre ? Je remarque autour de moi interprété un peu péjorativement, du coup, juste le terme seul, alors que c'est seul et sauve, et en fait, ça traduit juste, effectivement, vous l'avez dit, un besoin de solitude. Donc de solitude choisie et pas subie, dont j'ai eu besoin pour écrire ces chansons, pour m'entendre penser, pour plein de choses. On va vous entendre chanter sur Vacances Corail. Quand vous êtes prête, on envoie le PBO. Je gonflable les parasolitudes, je n'ai plus 10 ans. Semble les enfants fouillent le sable et pur beurre entre les dents. C'est courir nu sur la plage, creuser des cours d'eau, des murailles. Je veux retrouver le bel âge des vacances de corail. Chouchou baigné à la crème solaire sur les petites. J'ouvre grand les yeux sous la merveilleux crabe et poisson flou. Danser courir nu sur la plage, creuser des cours d'eau, des murailles. Je veux retrouver le bel âge des vacances de corail. Sur ma serviette impeccable, je m'ennuie presque des grains de sable sous le dos. Je revois les méduses, aquarelles, limonade, varicelle, et j'ai l'âge de raison. Genoux qui saignent et qui coulis de fraises sur le bavoir, le droit d'aller dans l'eau dessert les grands qui traînent à table. Danser courir nu sur la plage, creuser des cours d'eau, des murailles. Je veux retrouver le bel âge des vacances de corail. Cassandre en direct sur Radio J, Vacances de Corail, Vacances Corail, magnifique chanson interprétée en direct et qu'on est en train d'écouter à nouveau sur l'antenne de Radio J. C'est un bonheur de vous avoir découvert et entendu chanter. J'ai envie de dire à nos auditeurs de vous rejoindre très très vite sur vos réseaux sociaux, Cassandre. Alors votre nom de famille est compliqué à prononcer, j'ai très envie de l'entendre. Ostouk. Ostouk. Voilà. Alors ça s'écrit sur YouTube Cassandre Ostouk, O-O-S-T-H-O-E-K. Je répète, Cassandre O-O-S-T-H-O-E-K pour vous retrouver sur YouTube, sur Instagram Cassandre Ostouk, sur Spotify Cassandre et sur Facebook c'est Cassandre Ostouk
page pour venir vous retrouver. Est-ce qu'il y a un concert? Je sais que vous faites partie des chouchous du Printemps de Bourges, notamment vous avez été sélectionné l'année dernière. Est-ce que, ou l'année d'avant? Oui, l'année dernière, présélectionné. 2022, présélectionné, mais en tout cas vous méritez la sélection, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement sur scène ou en tout cas? Oui, très, très prochainement, la semaine prochaine, le 15 novembre, je serai à la Groovy. C'est un petit bar dans le 6e et on joue à l'étage. Et en attendant, concert showcase, voilà. En attendant, si on a envie de vous voir au théâtre, on vient ce soir à La Clavel. C'est ça, venez. Théâtre Clavel, tout Théâtre simplement. Clavel. Voilà. Merci beaucoup, Cassandra, d'être venue nous voir. C'était un bonheur de vous découvrir sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Mon bouquin d'adulte avec moi. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, David Brécourt, on a pour habitude de débriefer les minutes que nous avons passées ensemble. Ça se fait avec vous, mais sans vous. Bonjour Nathalie Dedrieux. Bonjour Cyrielle, bonjour David Brécourt, bonjour aux auditeurs. Et oui, à partir de ce que vous avez partagé aujourd'hui, de ce que vous avez bien voulu montrer de vous, ici dans l'interview et en répondant aux questions, avec beaucoup d'attention, d'implication, voilà, j'ai pu faire une petite synthèse, un reflet de ce que j'ai noté, de ce qui s'est dégagé. Et donc c'est parti pour votre portrait. Alors vous démarrez en racontant cette enfance baignée et même encerclée dans l'art et la culture, en ayant tout de suite ce récit de parents comédiens, artistes et ce grand-père, chef d'orchestre, qui vous fait un peu découvrir le monde à travers des filtres assez colorés et assez polyvalents. Directement, il y a une ouverture vers l'extérieur qui est aussi artistique et c'est doublement artistique parce que l'univers du climat familial est également artistique. Donc ça teinte tout de suite votre besoin peut-être d'intensité, de passion, qui sont aussi les mots qui ont été décrits par vous au tout début. Alors évidemment, votre envie de jouer, votre désir de jouer, votre passion pour la comédie naît d'une façon un peu originale racontée ici. C'est le lien qui est fait avec la messe, la religion. Voilà, ce cérémonial et ses costumes. Et finalement, cet art du déguisement et de jouer peut-être à un chanteur ou un orateur. Voilà, et finalement, ça plante une petite graine. C'est assez original. Et en même temps, c'est parce que la question de Cyrielle vous demande quelles sont vos origines. Et en fait, c'est pas de vos origines dont vous nous parlez, c'est de votre foi, immédiatement. Donc on reste avec le mystère des origines à creuser, peut-être pour une prochaine fois. Je ne suis pas intéressé, je ne sais pas, mes origines, je ne les connais pas. Et ben voilà, du coup la fuite de l'inconscient prend une autre direction, mais ça a tout de suite teinté et témoigné de quelle place a Dieu au centre de votre vie, mais aussi sur scène, puisque c'est également le premier rôle que vous interprétez en 1977, je crois, le rôle d'un prêtre. Donc il y a comme le rôle d'un enfant. Oui, voilà. Oui, bien sûr, voilà. De l'enfant face à un prêtre. Voilà. Alors il y a la discipline et la rigueur qui vous ont été transmises par des grands maîtres, vos vies professionnelles, et vous dites elle est un peu compartimentée, découpée sous forme de décennies. Voilà, vous citez Jean Meyer et après il y a Jean-Luc Moreau qui vous prend sous son aile. Il y a une grande fidélité qu'on retrouve peut-être dans votre vie personnelle aussi, et vous le dites avec passion, avec authenticité. C'est surtout, j'ai l'impression, cette fidélité au mot transmission et au mot inculqué qui n'a eu de cesse que de revenir ici, qui, moi, m'a fait penser à une devise servir et protéger comme mission de vie. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça, oui. C'est exactement ça. C'est bien vu. En tout cas, si ça sort naturellement, c'est que c'est ça. On est avec ce slogan, cette devise servir et protéger, un peu avec l'archétype du policier, du héros, du sauveur. Et vous le dites à un endroit de l'interview, il y a un besoin de se sentir utile. Et la pièce que vous jouez en ce moment résonne avec l'actualité. Vous dites, j'ai l'impression d'être utile et de servir en tant que comédien. Exactement, c'est exactement ça, oui.
Ça fait partie des grands besoins de l'être humain aussi. Se sentir bien sûr en sécurité, mais se sentir utile. Oui. Avoir une connexion à la spiritualité, avoir une connexion à l'aide, à l'entraide. D'où votre grand besoin de générosité. Il y a ça qui est très très au centre. Et en même temps, c'est votre parcours initiatique, c'est aussi se poser beaucoup de questions. C'est quoi être un homme ? Comment grandir comme un homme ? Et en même temps, c'est quoi être un père ? Et tout ça, ça passe par un besoin de dire et beaucoup de protéger. J'ai eu la sensation qu'il y avait vraiment cet axe de protéger. Bah oui, complètement. Oui, c'est ça. On n'a peut-être pas les bons mots à 30 ans, on n'a peut-être pas les bons mots à 40. J'ai l'impression d'avoir, en tout cas, j'ai un petit garçon de 7 ans qu'il faut que je fasse grandir. J'ai peut-être eu moins de temps avec mes autres enfants parce que je travaillais beaucoup, parce que j'étais à droite, à gauche. Et là, je prends du temps avec lui. Et j'ai l'impression qu'à 58 ans, j'ai les bons mots que je n'avais pas à 25, 30, 40. Donc, il a de la chance. C'est un vrai chemin d'apprentissage. Ce besoin de sens, ce besoin de justice rejoint beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Je dirais que lorsque la créativité rime avec générosité, que lorsque la passion rime avec transmission, alors s'ouvre une voie de partage et d'authenticité qui peut-être participe à l'ouverture des cœurs. Et c'est ce qui m'a semblé que vous faisiez, David Brécourt. Alors merci beaucoup pour votre intervention. Mais merci à vous et bravo. C'est très joli. Merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie Dedrier, notre thérapeute psychocorporelle, tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup David Brécourt d'être venu nous voir pour nous parler de votre pièce En ce temps-là, l'amour, je le répète, au Théâtre de la Madeleine. Merci pour cet échange. Merci à vous. C'était très agréable. On a approfondi certaines choses, c'est bien. Partagé. Merci beaucoup à Cassandre, notre coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Réécoutez-nous sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Et rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Christophe Alévèque. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.